Cette vidéo commence par un fait marquant et j'espère que j'ai toute ton attention. Parce qu'il existe dans ce monde une formule. Une formule qui est si simple qu'elle paraît banale, mais laisse-moi te dire que cette formule, c'est la formule de l'argent en abondance. À partir du moment où je vais te la partager, je peux t'assurer que dans les 30 prochains jours, ta façon de voir et de créer l'argent va être radicalement changée. Est-ce que tu es prêt ? Regarde bien. Voilà, tu sais tout. Et pourtant, même si cela paraît banal, tout part de là. Cette équation, c'est la loi invisible qui régit chaque transaction depuis que les humains échangent. Elle explique pourquoi certains créent de la richesse naturellement, pendant que d'autres peinent et s'épuisent sans jamais comprendre. L'équation que je viens de te montrer a été vulgarisée par Alex Hormozi. Mais là où le monde voit juste une simple formule, moi j'ai vu quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui dépasse la pensée d'Alex lui-même. Dans cette vidéo, on va remonter le temps. On va aller aux premières pièces de métal et on va traverser le temps jusqu'à la crypto-monnaie. Je vais faire tout ça pour te montrer pourquoi cette équation est fondamentale, pourquoi elle enrichit ceux qui la maîtrisent et surtout pourquoi elle condamne les autres à vivre dans le manque d'argent perpétuel. Donc je t'en supplie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que en bonus, je vais te révéler une seconde formule encore plus fondamentale, celle qui transforme la valeur en argent réel maintenant. Une fois que tu auras compris tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Je sais que ce n'est pas dans tes habitudes de t'abonner, mais regarde cette chaîne. En quelques mois, on est passé de 0 à plus de 50 000 abonnés. Tous les jours, j'ai 50 à 150 personnes qui s'abonnent. Crois-moi, toutes ces personnes ne s'abonnent pas par hasard. Elles ont compris la valeur que je partage dans cette chaîne. Elles ont compris la puissance de transformation de mes vidéos. Alors ce que je te propose, c'est de faire un pas de foi. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Et crois-moi, chacune des vidéos qui va être délivrée sur cette chaîne va te transformer, va te propulser, va t'aider à gagner beaucoup plus d'argent. Faut dire les choses. Ici, on est là pour que tu puisses être impacté, pour t'enrichir. Et pour corroborer ce que je viens de te dire, remarque qu'on est juste au début de la vidéo, mais je viens de te partager une formule puissante. Mais avant de l'utiliser, il faut comprendre pourquoi elle fonctionne. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais l'argent à la base n'a rien de magique. L'argent, au fait, c'est juste une unité de mesure de la valeur. Et le grand secret que je te livre dès à présent, c'est que la valeur commence toujours par un rêve. Chaque fois qu'un humain a voulu obtenir quelque chose, manger mieux, voyager plus loin, vivre plus libre, il a d'abord imaginé un résultat rêvé. Et c'est précisément ce résultat-là qui déclenche tout le mécanisme de la richesse. Et pour bien le comprendre, on va remonter à l'un des tout premiers endroits où le rêve s'est transformé en monnaie. On va remonter vraiment à l'Égypte antique, à l'époque de Kémet. Je vais te parler d'une nation bordée par un fleuve majestueux. C'est là que les hommes vont découvrir qu'un simple morceau de métal pouvait incarner le rêve même de la liberté. Imagine le Nil qui se lève comme une respiration. Et sur les rives du Nil, des hommes et des femmes pèsent, comptent, gravent. Nous sommes à Kémet dans l'Égypte antique, l'un des premiers endroits au monde où l'humain a cherché à donner un poids au rêve. Ici, la richesse ne se résume pas à ce qu'on possède, elle se mesure à ce qu'on peut échanger sans se trahir. Avant l'idée de la monnaie, il y avait la parole. Je te donnerai du grain pour ton cuivre. Mais la parole, même sacrée, reste fragile, il faut le reconnaître. Elle s'efface avec le vent, elle meurt avec la mémoire. Alors les Égyptiens inventent un langage beaucoup plus solide, le métal pesé. Alors dans les temples et les marchés, on voit apparaître les balances de Nebanum. Il s'agissait de deux plateaux suspendus dans lesquels on pouvait déposer des morceaux d'or, d'argent ou de cuivre. Chaque transaction devient donc un rituel. Le métal brille sous la lumière du soleil et le poids décide de la justice. C'est le premier système de pesée économique. Et là, on est vers 1550 avant Jésus-Christ. La valeur ici n'est pas imposée comme dans le troc, elle se pèse. Et peser, c'est déjà croire ensemble. Pourquoi cette croyance est forte? Parce que le poids est un chiffre et un chiffre est indiscutable. Avec le temps, les Égyptiens vont perfectionner cette idée.
Ils forgent des anneaux d'argent qu'ils appellent le chati. C'est des unités de valeur standardisées, faciles à compter, à transmettre et à stocker. Chaque chati pèse environ 7,5 grammes et à cette époque, ce n'est pas juste une pièce, c'est un symbole de confiance. Quand tu tiens un chati, tu tiens un morceau du futur parce qu'il peut devenir ce que tu veux. Il peut devenir du pain, du tissu, un outil, une faveur, une offrande au Dieu. C'est le premier moment où la promesse prend forme. Et cette forme, elle est circulaire comme le soleil, comme le temps, comme l'idée que tout ce qu'on donne finit par revenir. Mais à cette époque-là, Kemet ne s'arrête pas là. Les scribes, qui sont les gardiens du savoir, vont inventer un système encore plus subtil. Ils vont inventer le débène. Le débène, c'est une unité de poids qui devient un langage universel d'échange. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un débène, c'est environ 91 grammes de cuivre, d'argent ou d'or. Mais surtout, c'est une valeur écrite. Donc ça signifie que les transcriptions vont désormais être notées, vérifiées et comptabilisées. Chaque débène inscrit sur un papyrus, c'est une promesse qui circule sans même qu'on voit le métal. C'est la première forme de monnaie scripturale de l'histoire. Et c'est là que tout change. La richesse va quitter la matière pour entrer dans la mémoire. Et ce que je m'apprête à vous dire va être très important pour comprendre la logique de l'argent. Quand Kemet va inventer la monnaie, il ne fait pas ça dans le but d'accumuler, il fait ça dans le but d'équilibrer. Compter, pour les Égyptiens, c'est maintenir l'ordre du monde, c'est ce qu'ils appelaient Mahat. Mahat, c'est l'équilibre entre le donné et le reçu. Donc la monnaie à l'origine n'était pas un instrument de pouvoir, mais une boussole morale. Un moyen d'éviter la trahison, un moyen de rendre chaque échange juste et chaque promesse mesurable. Des siècles plus tard, une autre civilisation va reprendre cette idée qui est née en Égypte et elle donnera à la valeur une forme nouvelle, celle d'une pièce frappée. Et cette nation, c'est la Lydie. La Lydie, c'est une terre lointaine où les hommes décideront que la promesse doit être non seulement pesée, mais portée. Mais pour que tu comprennes, souviens-toi d'une chose que je viens de te dire. Avant la pièce, avant la banque, avant l'or, il y a eu le chati. Et le chati, c'était un anneau d'argent. Cet anneau, il était forgé au cœur de l'Afrique comme la première incarnation du rêve humain. L'idée, c'était de donner forme à la confiance. Là, c'est clair pour toi. Maintenant, si tu regardes bien, chaque fois qu'on crée de la richesse, on refait exactement le même geste. On transforme une idée invisible en un symbole que tout le monde comprend. Ce symbole que tout le monde comprend, c'est l'incarnation de la valeur. C'est un acte de foi partagé. Mais si à chaque fois, il faut toujours peser pour s'assurer qu'on est dans une transaction équitable, on perd du temps. C'est pour cela, en moins 700 avant Jésus-Christ, quand les civilisations s'étendent et les routes se croisent, les caravanes venues d'Afrique vont croiser celles de Perse et d'Anatolie. Et la connaissance africaine va croiser une découverte fondamentale en Lydie. Un jour, en Lydie, on découvre un métal étrange qui dort dans les rivières. Ce métal s'appelle l'électrum. C'est un alliage naturel entre l'or et l'argent. Et c'est une première dans cette région de l'Asie mineure, surtout qu'on est au 7e siècle avant notre ère. Et comme à ce moment-là, le roi cherche à rendre le commerce beaucoup plus rapide et plus fluide, pour comprendre pourquoi, figurez-vous juste qu'à cette époque, les marchés pour écouler les marchandises sont plutôt vastes et les routes pour les atteindre sont longues. Et peser le métal à chaque échange devient un vrai fardeau. Alors ce roi va décider de figer la valeur dans la matière. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couler l'électrum et ils vont frapper à chaud avec un sceau royal. Ce qui fait désormais que chaque pièce porte un symbole, le lion, la force du royaume et surtout la garantie d'un poids juste. Ce geste, qui peut être simple en apparence, va transformer le monde à jamais. Parce qu'en frappant le métal, les Lydiens frappent aussi le rêve dans la réalité. Avant ça, on croyait à la balance. Maintenant, il suffit de voir le sceau pour comprendre la valeur. La valeur devient portable, anonyme, universelle. Tu peux voyager sans connaître le marchand, parler une langue qu'il ne comprend pas, venir d'un autre peuple, mais la pièce parle pour toi. La pièce te dit « j'ai de la valeur parce que quelqu'un de crédible l'a garantie ». Et cette personne crédible, c'est le roi. La monnaie devient un passeport de rêve, le symbole d'un futur possible indépendant de celui qui le tient. Ce que Kemet faisait dans les temples avec les scribes, la Lydie le fait maintenant dans les rues avec les marchands. Et le cycle est simple. On pèse, on met un sceau, ça génère de la confiance. Le rituel devient donc le commerce et la foi devient un flux. Et soudain, la valeur commence vraiment à circuler de plus en plus vite et partout. C'est la naissance de l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis la Lydie, les pièces vont gagner la Grèce, puis l'Empire perse,
puis le bassin méditerranéen tout entier. Chaque civilisation reprend le même code, un poids, un sceau, une promesse. Et derrière ce code, on retrouve la même émotion qu'à Kemet. Le besoin d'un rêve mesurable, d'une valeur à laquelle on puisse croire ensemble. L'argent n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas spéculatif ni abstrait. Il est encore sacré parce qu'il naît de la volonté d'ordre et de confiance. Mais comme vous l'imaginez, à ce moment-là, la Lydie n'a fait qu'allumer le feu. Car ce rêve de valeur incarné va revenir sur les terres de ses ancêtres, à savoir l'Afrique. Et cette fois, il va prendre la forme d'un empire. Un empire où l'influence ne se comptera pas seulement en or, mais aussi en influence, en savoir et en générosité. Nous sommes à présent dans les terres rouges et fertiles de l'Afrique de l'Ouest. Là, un empire rayonne. L'empire du Mali. Et à sa tête, il y a un homme qui va rester célèbre des millénaires plus tard, et son nom, c'est Mansa Moussa. On est à ce moment-là en 1324 et l'empereur décide d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. C'est un voyage de plus de 1700 km. Mais ce qu'il faut comprendre, que l'empereur n'est pas un pèlerin ordinaire. Il emporte avec lui des dizaines de milliers d'hommes et des tonnes d'or. Il va emporter tellement d'or que lorsqu'il va traverser le Caire et décider de distribuer cet or en aumône, il va provoquer une dévaluation massive de l'or pendant plus de 10 ans. Le jour où Mansa Moussa va faire cette distribution, il ne voulait juste pas montrer qu'il avait de la richesse. Il voulait incarner la promesse d'un royaume où l'or sert à bâtir des temples, des universités, des routes. L'or n'est plus juste un trésor, c'est un outil de civilisation. Et c'est là toute la beauté du symbole. La Lydie a permis de graver la forme d'un rêve, mais l'Afrique y a mis un souffle nouveau, le rêve collectif, spirituel, culturel. À ce moment-là, l'or devient le miroir de la grandeur intérieure. À partir de là, écoutez-moi bien. C'est pour cette raison que le résultat rêvé reste la base de tout. L'argent ne vient pas du métal, mais du sens qu'on lui prête. Les Lydiens ont donné au monde un symbole. Mansa Moussa, lui, a prouvé que ce symbole pouvait devenir une force de transformation. Et au fond, que tu sois roi de Lydie, empereur du Mali ou créateur de contenu par exemple en 2025, le principe est le même. Plus ton rêve est clair, plus il attire les autres. Et plus il attire les autres, plus il vaut cher. Donc la richesse ne commence pas dans les mains, elle commence dans la tête. Et elle se propage dans le cœur de ceux qui y croient. Et c'est pour cela que certains vous disent tout le temps, c'est pas l'argent qui fait le projet. Et Sarkozy l'avait dit, c'est le projet qui fait l'argent. Jamais il y a l'argent. Jamais on arrive avec une réserve en disant, dites donc, il y a ça à dépenser, qu'est-ce qu'on fait les amis? Si on attend d'avoir l'argent pour faire un investissement, vous pouvez attendre longtemps, car il n'y a jamais d'argent. Et je vais vous dire une chose très simple que je crois au plus profond de moi-même, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Parce que l'argent va là où il y a le rêve. Cependant, un rêve, aussi grand soit-il, ne suffit pas. Parce que entre le rêve et la réalité, il y a une frontière invisible qu'on appelle la confiance. Et sans cette confiance, aucun rêve ne peut se matérialiser. Pour comprendre comment la confiance a façonné la richesse, on va quitter l'Afrique ensoleillée pour les canaux brumeux d'Amsterdam. L'air sans la mer, les épices et l'ambition. C'est l'âge d'or du commerce. Les navires partent pour l'Inde, reviennent chargés d'or, de poivre et de soie. Mais dans les coffres, un problème ronge les marchands. Personne ne sait vraiment ce que vaut une pièce, car depuis l'invention de la monnaie gravée, c'est devenu un peu le bordel. Chaque roi, chaque région frappe sa propre monnaie. Certaines sont rognées, d'autres falsifiées, d'autres dévaluées. C'est vraiment la cacophonie totale. Le résultat de tout ça, c'est que même si tu as de l'argent, tu n'as aucune certitude qu'il sera accepté demain. Et c'est là que naît une idée folle mais incroyable. Créer un lieu où la valeur serait vraie. Et ce lieu va exister. À ce moment-là, ce sera la Wissel Bank, la banque d'Amsterdam. C'est la première banque municipale du monde moderne. Son rôle est simple. Tu viens déposer ton or, ton argent, tes pièces de toute origine et la banque les pèse, les vérifie et les consigne. Et en échange, elle va écrire une ligne dans un grand registre. Ce registre devient donc ton argent. Tu n'as plus besoin de transporter ton métal, tu transfères des lignes d'un compte à un autre. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais surtout, c'est la première fois que la confiance ne dépend plus de la tête du roi, mais d'une institution. À partir de là, tout change. La probabilité de réussite perçue d'un échange explose. Un marchand de poivre à Batavia peut désormais recevoir un paiement depuis Amsterdam. Et ce paiement, il va le recevoir sans avoir jamais vu son client. On rentre dans l'ère où on croit au système et non dans la personne.
La valeur réelle ne réside pas seulement dans l'objet échangé, mais il réside dans la confiance structurelle qui garantit la promesse. La banque d'Amsterdam a transformé un monde incertain en un monde probable. Et la probabilité perçue, c'est le multiplicateur de la valeur. Plus tu sembles fiable, plus les gens acceptent de payer. Des siècles plus tard, la même logique ressurgit. On est en 1933 aux États-Unis et il se passe la Grande Dépression. Les banques tombent, les gens font la queue pour retirer leur économie et la peur est partout. Et l'État comprend une chose, sans confiance, l'argent risque de mourir. Alors Roosevelt crée le FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation. C'est une garantie publique que si une banque fait faillite, l'argent du contribuable sera protégé. Donc ça signifie que l'argent de chaque épargnant ne repose plus sur le banquier, mais il repose sur un contrat de confiance collective. Et juste ce simple coup de maître de Roosevelt a permis au système bancaire de se relever de cette grande crise. Et ce que cela a aussi prouvé, c'est que la confiance, c'est de la valeur sous stéroïde. Ça signifie qu'à elle seule, elle peut largement faire augmenter la valeur de quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, c'est la même équation. Les gens n'achètent pas ton produit, ils achètent la probabilité que tu tiennes ta promesse. Et plus cette probabilité semble haute, plus ils sortiront leurs cartes sans réfléchir. C'est pour ça qu'Alex Hormozy a mis cette variable en haut du calcul. Il a mis résultat rêvé multiplié par probabilité perçue. Parce que dans l'esprit humain, un rêve sans preuve ne vaut rien. Mais un rêve avec preuve devient une valeur monnayable. Alors tu peux retenir ça une bonne fois pour toutes. Le rêve attire la confiance convertie. À ce stade de la vidéo, tu dois ressentir une insatisfaction. Tu as l'impression qu'on a dit plein de choses, mais que tu n'as toujours pas la clé pour générer de l'argent automatique dans ta vie. Mais c'est normal, parce que tout ce qu'on a vu ne suffit pas. Il faut que tu restes dans cette vidéo et que tu regardes du coup la partie suivante où je vais ajouter un élément fondamental qui vient compléter cette équation et qui va te permettre de comprendre un peu mieux comment l'argent va atterrir dans ta vie. Et pour que tu comprennes, prends juste un exemple. Imagine-toi que tu vas à la boulangerie, tu veux acheter un pain, le boulanger te dit qu'il sait faire du pain, qu'il a du pain, qu'il en fait en général, mais qu'aujourd'hui, lorsque tu vas payer, le pain ne t'arrivera que dans 3 jours. Est-ce que tu es encore plus enclin à payer pour avoir du pain? Est-ce que tu as encore envie? Est-ce que tu as encore cette motivation? Est-ce que tu es encore motivé là pour payer? Alors que tu as faim maintenant, est-ce que tu es prêt à attendre 3 jours? Et ça, c'est dû au fait que la troisième variable de la formule d'Hormozy, c'est le délai perçu. Et pour que tu comprennes bien, je vais retourner un tout petit peu dans le passé et te ramener au 11e siècle en Chine. Je vais te ramener dans cette région du monde là où un bout de papier a fait gagner énormément de temps. Reste avec moi, tu vas comprendre. Imagine donc une caravane de 1000 hommes chargée de sel, d'or, de tissus et de livres. Le soleil cogne, le sable brûle et chaque pas compte. Nous sommes ici sur la route du Sahara, celle qui reliait les mines d'or du Mali, du marché de Tombouctou jusqu'à la Méditerranée. À cette époque, le commerce, c'est le temps. Chaque jour de voyage est un risque. On est en proie à la soif, au pillard et même à la perte de sa marchandise. Et pourtant, déjà à cette époque-là, les routes font la fortune des royaumes. Pourquoi ces routes faisaient la fortune des royaumes? Parce qu'elles réduisaient le délai d'accès à la richesse. Parce qu'à cette époque, ils s'étaient rendu compte que plus tu rends la route ou le voyage fluide, plus tu fais circuler le rêve rapidement. Et si tu fais circuler le rêve rapidement, ton rêve, il vaut plus cher. C'est ce que Mansa Moussa avait compris en construisant les routes, en finançant des relais, et il a compressé donc le temps de l'échange. Donc si vous suivez toujours la logique, il a réduit ce délai et il a augmenté la valeur de chaque grain d'or, de chaque idée et de chaque mot qui circulait. Et ce qui a fait que Tombouctou n'était plus juste un marché, c'était devenu un centre du savoir. Les manuscrits s'échangeaient aussi vite que les pièces, et plus la connaissance circulait vite, plus elle valait de plus en plus cher. C'est donc pour résoudre ce problème autrement que par le fait de raccourcir les routes qu'à plus de 10 000 km de là, une autre civilisation qui va affronter le même défi va y répondre d'une manière très innovante. Ici, on est en Chine au 11e siècle avec la dynastie Song. Les villes grandissent, les marchés débordent, et le cuivre manque. Transporter de l'argent devient lent, lourd, risqué. Alors un jour dans la ville de Chengdu, des marchands vont décider de créer quelque chose d'audacieux. Ils vont créer un morceau de papier et sur ces papiers, ils écrivent une promesse. Celui qui détient ce billet pourra retirer sa valeur plus tard. Et ce que je viens de vous décrire, c'est juste le premier billet de banque de l'histoire. Et là encore, la magie opère pour l'humanité. Parce que en un instant,
l'argent cesse d'être un objet et devient un accélérateur de temps. Le cuivre met des jours à voyager, mais le papier ne met que quelques heures. Il est moins lourd à porter. Les Chinois des Song viennent juste d'inventer la valeur instantanée. Ils commercent encore plus rapidement que ce que je vous décrivais pour le Mali, et donc leur économie devient beaucoup plus vive. La formule d'Orosi le dit très bien, plus le délai perçu est court, plus la valeur est grande. Et à travers l'histoire, c'est la même loi. Quand les marchands du Sahara raccourcissent leur route, quand les empereurs Song remplacent le métal par le papier, ils appliquent le même principe universel. Accélérer la promesse, c'est enrichir la perception. Je sais pas si tu entends ce que je te dis. Je sais pas si tu vois, tu visualises. L'Afrique et la Chine ne se sont jamais rencontrées à cette époque, mais elles ont découvert la même vérité. Le temps, c'est de la valeur. Parce que plus tu approches le rêve de la réalité, plus les gens sont prêts à payer pour y accéder. Un rêve qui semble lointain, c'est une idée. Mais un rêve qui semble proche, c'est une transaction. C'est pour ça que des millénaires plus tard, le monde entier répète sans cesse ce geste. On accélère, on simplifie, on digitalise. De la caravane au conteneur, du papier au pixel, le but est le même. À chaque étape, c'est la même promesse. Rendre le futur plus proche. Alors tu dois retenir ceci à ce stade de la vidéo. Le temps, c'est la matière première de la valeur. Plus tu le compresses, plus tu crées de la richesse. En d'autres termes, et en français facile, il faut proposer des résultats rapides si tu veux gagner de l'argent. Déjà à ce stade, tu comprends comment faire vraiment de l'argent. Tu comprends qu'il faut vendre un rêve. Il faut vraiment porter une idée qui correspond à celle que recherche ton client. Tu comprends aussi que ce rêve, tu dois le rendre probable. Tu dois rendre probable la réalisation de ce rêve, sinon les gens ne vont pas te suivre. Si tu vends une chimère, si tu vends une utopie, si tu vends quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est un mirage dans le désert, les gens ne vont pas juste acheter. Il faut qu'ils aient l'impression que la probabilité qu'ils atteignent le rêve est très très forte. On va de comprendre que l'autre chose que tu dois faire, c'est vraiment réduire le délai perçu entre le moment où la personne achète et le moment où le rêve se réalise. Si dans la tête de ton client ou de ton prospect, le rêve il se réalisera avec certitude mais dans un délai qui est beaucoup trop lointain, alors ton offre n'est pas sexy et tu n'auras pas appliqué la formule correctement, donc tu n'auras pas profité de la formule de l'argent pour générer de l'argent en quantité. Maintenant, on va pas s'arrêter là, je vais te donner une autre variable de la formule qui va te permettre vraiment de t'assurer que à chaque fois que tu le décides, tu génères l'argent en un claquement de doigts. Et pour commencer cette vidéo, je vais te dire ceci. On peut vendre un rêve clair, une promesse crédible, un délai rapide et pourtant ne pas réussir à vendre. Pourquoi ? Très simple. Parce que dans la tête des gens, il va rester un obstacle qui est très très fort. C'est celui de l'effort perçu. L'effort qu'ils auront à faire dans le rêve que tu leur vends. Et ce que tu vas comprendre, c'est que cette variable, certains peuples l'ont compris avant tout le monde. Et ici, je te parle notamment d'une île perdue du Pacifique. Et là-bas, on payait avec des pierres qu'on ne bougeait jamais. Regarde bien cette pierre. Elle mesure presque 3 mètres, fait plusieurs tonnes, et pourtant, c'est de l'argent. Bienvenue sur l'île de Yap, au cœur de la Micronésie. Ici, la monnaie s'appelle le rei. Ce sont d'immenses disques taillés dans une roche calcaire qu'on ne trouve pas sur l'île même. Pour obtenir une pierre de ce type, il fallait traverser la mer. Il fallait tailler la pierre à main nue sur une autre île et la ramener en pirogue sur des centaines de kilomètres. C'était un voyage périlleux et souvent mortel. Chaque pierre de Yap représentait donc un exploit humain. Et plus l'effort pour le rapporter avait été grand, plus la valeur de cette pierre était haute. Voilà le génie du système sur cette île. Une fois que la pierre était installée sur l'île, on ne la déplaçait plus jamais. Donc ça signifie que si tu voulais acheter quelque chose, disons tu veux acheter un bateau, une maison ou une récolte, tu ne bougeais pas la pierre. Tu annonçais simplement devant témoins, la pierre en question que je viens de ramener, de très très loin, appartient désormais à un tel. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné sa maison ou il m'a donné son bateau, etc. Et tout le monde donc enregistrait cette information dans la mémoire collective. La pierre ne bouge pas, mais seule sa propriété pouvait changer. Ça remonte à très longtemps avant Jésus-Christ et c'est le premier grand livre comptable oral de l'histoire. C'est une forme de blockchain primitive faite de la mémoire humaine. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la blockchain, ça va être beaucoup trop compliqué de l'expliquer dans cette vidéo, surtout que c'est une très longue vidéo. Donc je vais vous mettre la définition dans la description, vous pouvez aller regarder si cela vous intéresse. Mais pour revenir sur l'histoire, figurez-vous que cette pierre avait tellement de valeur que la légende raconte qu'un jour, une pierre a coulé au fond de la mer avant même d'arriver sur Yap. Et en fait,
c'était impossible à récupérer. Les gens valorisaient tellement l'effort que ça avait demandé pour apporter cette pierre, alors tout le monde a continué de l'utiliser. C'est-à-dire que la pierre imaginaire, qu'on ne voyait pas, était toujours un talent qui permettait de faire un échange. Les habitants ont décidé que cette pierre invisible restée au fond de l'océan gardait toute sa valeur. C'est fascinant. Les échanges se faisaient donc sur la base de cette pierre. La monnaie n'existe plus physiquement, mais la valeur du sacrifice, lui, demeure. C'est là que j'ai envie de t'éclairer et que tu comprennes quelque chose. La pierre a de la valeur parce que celui qui reçoit la pierre après avoir cédé sa maison n'a pas à faire l'effort de la rapporter, ni de risquer sa vie pour l'obtenir. Mais il hérite de la valeur de cet effort passé. Le sacrifice d'un autre devient sa richesse. Le système rend visible une vérité universelle. L'argent est la mémoire du travail d'hier que l'on échange contre le confort d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils ont fait sur Yap. On a éliminé toute friction. Pas besoin de transporter la monnaie, pas besoin de coffre, pas besoin de papier, pas de code, juste une histoire partagée et un accord collectif. Et plus l'échange est simple, plus la richesse circule. Ils ont compris avant tout le monde que la valeur ne vient pas de la complexité, mais de la confiance dans la mémoire. Des siècles plus tard, le même principe réapparaît et cette fois c'est dans l'Afrique moderne. Au Kenya en 2007, une idée simple va bouleverser tout. Cette idée s'appelle M-Pesa. Tu veux envoyer de l'argent à la famille, pas besoin de banque, pas besoin de pièces, un simple SMS suffit. Tu n'as pas à marcher des kilomètres, ni à faire la queue, ni à risquer de perdre ton argent sur la route. Un clic, un transfert, l'effort s'efface, mais la valeur, elle reste. C'est exactement ce que les habitants de Yap avaient compris. Le vrai luxe, ce n'est pas de posséder les choses, le vrai luxe, c'est de les posséder sans vraiment faire d'efforts. Aujourd'hui, plus on te réduit l'effort, plus ça te coûte cher. T'as juste à regarder autour de toi. Uber, Amazon, Apple Pay, M-Pesa, ils ne te vendent pas du produit, ils te vendent la disparition de l'effort. Tu ne paies pas pour un service, tu paies pour ne pas avoir à réfléchir. Et c'est ça la dernière clé de la formule de la valeur. Il faut que tu réduises l'effort perçu. Et réduire l'effort perçu, c'est augmenter la valeur ressentie, ni plus ni moins. Celui qui maîtrise ça n'a même plus besoin de vendre. Le monde vient à lui systématiquement. Donc pour résumer à ce stade, l'argent c'est la mémoire d'un effort que quelqu'un d'autre a déjà fait. Quand tu simplifies la vie de quelqu'un, tu lui fais gagner ce qu'il ne veut plus donner. Il ne veut plus donner du temps, de l'énergie et de la charge mentale. Et c'est pour ça que la richesse coule toujours vers ceux qui épargnent l'effort aux autres. De la pirogue de Yap au SMS de Nairobi, c'est la même équation. Moins d'efforts, plus de valeur. Maintenant que tu as compris comment attirer l'argent à toi, je vais te donner le bonus qui va faire que ça devienne très facile et que dans les 30 prochains jours, tu génères de l'argent comme tu n'en as jamais généré avant. Et pour ça, il faut que je te raconte une histoire. Une histoire où le monde a tout remis en question au sujet de l'argent. Une histoire qui s'est passée un 15 août 1971. Une histoire qui s'est passée à un moment où les États-Unis vont couper le lien entre le dollar et l'or. L'argent pour la première fois n'a plus aucun ancrage matériel et c'est là qu'on a découvert la vérité la plus dérangeante de toutes. Les gens ont découvert que l'argent ne vaut quelque chose que tant qu'on y croit. Et cette dernière phrase est le fondement du bonus que je m'apprête à te livrer. Nous sommes le 15 août en 1971. Richard Nixon va prononcer une phrase qui va rester célèbre dans l'histoire de l'humanité. Ce soir-là, le monde entier va basculer. Depuis l'Égypte, l'argent reposait toujours sur une matière tangible. L'or, l'argent, la pierre, le papier. Mais en une phrase, tout va s'effondrer. Le dollar n'est plus adossé à rien, sinon seulement à la confiance. Et pourtant, l'économie, aujourd'hui, vous et moi, on le voit très bien, il continue de tourner. Les gens travaillent, échangent, investissent comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que le socle a changé. Le métal est certes mort, mais la croyance, elle, reste vivante. L'argent désormais n'est plus qu'un consensus collectif, un vote mondial sur une idée invisible, celle de la valeur perçue. Et c'est là que tout va s'éclairer pour vous, parce qu'une fois qu'on a compris ce que ça veut dire, la valeur, on comprend en fait ce qui fait circuler l'argent. Le bonus que je vais vous donner, c'est celui-ci. L'argent, c'est égal à la confiance fois le timing. Juste deux variables, mais toutes les deux sont binaires. Là, j'ai besoin de votre attention. C'est vrai, je vous ai livré beaucoup de secrets, mais la vidéo commence à être longue. Mais ce que je m'apprête à dire est fondamental. Faites une pause si besoin et vous revenez. Sinon, vous restez avec moi, mais vous ouvrez bien les yeux et vous regardez. Donc, imaginons juste que tu partes de rien, que tu n'as pas d'argent, mais tu as juste une compétence, une passion ou une idée. Tu veux créer une offre, quelque chose que les gens seront prêts à acheter. Alors, tu vas te souvenir, bien sûr, parce que tu as regardé la vidéo, de la formule d'Hormozy. Tu vas comprendre que la valeur, c'est le résultat rêvé multiplié par la probabilité perçue d'obtenir ce résultat, divisé par le délai perçu multiplié par l'effort perçu. La formule, tu la vois à l'écran. Si tu ne comprends pas, tu mets pause.
Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à te poser cette question simple. Quel est le résultat rêvé que je peux offrir? Ce résultat, c'est le rêve concret de ton client. C'est ce à quoi il rêve, qui est corrélé à la douleur qu'il ressent en ce moment. Ton résultat rêvé, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ta compétence brute, c'est le futur que ton prospect désire et qu'il veut obtenir grâce à toi. Par exemple, tu ne vends pas le fait que tu sois un coach sportif. Tu vends le sentiment d'énergie et de fierté en se regardant devant le miroir. Tu ne vends pas le fait que tu es un graphiste expert. Tu vends l'identité qu'une marque ressent en se voyant exister. Tu n'es pas juste un no-codeur ou un expert en automatisation ou en informatique. Toi, tu vends la liberté qu'un entrepreneur gagne grâce à ton automatisation. Quand ton message parle du rêve de l'autre et non du tien, tu viens de créer la première brique de la valeur. Et cette brique, elle est historique, elle est corrélée aux origines de l'argent. Mais pour revenir à mon exemple, la valeur ne suffit pas. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si les gens ne croient pas que tu peux livrer ce que tu promets, ils ne te paieront pas. C'est là la confiance perçue. Et elle aussi, elle se construit mécaniquement. Voici comment tu peux faire passer la confiance de 0 à 1. Tu as des leviers comme l'autorité. Tu peux montrer que tu maîtrises ton sujet. Tu vas partager tes processus, tes outils, tes erreurs, tes expériences. Quand tu expliques ce que tu fais et pourquoi, tu crées une preuve de compétence. Et les gens font confiance à ceux qui comprennent leurs problèmes mieux qu'eux-mêmes. Tu peux utiliser la preuve sociale. Montre que tu n'es pas seul à le dire. Un témoignage, un message client, un avant-après, une statistique, un feedback public. Chaque preuve sociale agit comme une micro-démonstration de la promesse tenue. Pour augmenter la confiance, il faut aussi injecter de la cohérence. Ne promets jamais ce que tu ne peux pas livrer. Parce que dans l'esprit du marché, la confiance se détruit instantanément. Si tes actes répètent tes mots, la confiance passe naturellement de 0 à 1. Crois-moi, quand la confiance est égale à 1, ta valeur existe désormais dans la tête de tes prospects, dans la tête des autres. À ce stade, il va encore te manquer la deuxième clé, il va te manquer le timing. Bah oui, parce que la valeur à elle seule ne suffit pas et c'était le problème du troc. Le problème du troc, c'était quoi? C'est que pour que ça fonctionne, il fallait vraiment que la personne avec qui tu t'apprêtes à échanger ait le besoin immédiat de ce que tu proposes. Et c'est ça le problème. Donc si la personne n'en a pas besoin, du coup, il n'y a pas de troc. Le timing est hyper important. C'est le moment où ton offre rencontre un besoin urgent. Et si tu arrives trop tôt ou trop tard, même la meilleure valeur reste invisible. Je vais te donner une bonne nouvelle et ça va te faire plaisir. Il faut que tu saches que le timing, ça se repère et même ça peut se provoquer. Si tu veux repérer le timing, voici mon conseil. Il faut que tu écoutes les conversations, les frustrations, les urgences. Il faut que tu sois dans les forums, que tu regardes les tendances, les plaintes sur les réseaux sociaux. Quand tu entends les gens dire « j'en ai marre de ci ou de ça », si les gens se disent « si seulement quelqu'un faisait ceci », ça signifie que là, tu as ton signal. Le marché te dit haut et fort ce qu'il veut maintenant. Et là, toi, ton timing il vient de passer de 0 à 1. Tant pis pour toi si tu n'agis pas. Maintenant, si tu as l'impression que le besoin est là, mais que le timing a besoin d'être un peu forcé, tu peux faire une urgence temporelle. Donc tu peux dire que cette offre disparaît par exemple le dimanche à minuit. Tu peux créer de la rareté, de la vraie rareté, faut pas tromper les gens. Tu dis que tu ne crées que 10 places disponibles et parce que tu peux pas accompagner plus de personnes. Donc tu as une rareté qui est avérée. Tu peux dire aux gens c'est le moment idéal de passer à l'action parce que pour telle raison ou parce qu'on arrive au Q4 ou parce que, je sais pas moi, parce que c'est la fin des stocks. Et tu peux ajouter, la dernière astuce que je te donne, c'est de mettre en place des bonus limités. Si une personne passe à l'action maintenant, elle va recevoir des avantages en plus que les autres n'auront pas. Tout ce que je viens de te montrer, ce n'est pas de la manipulation, c'est vraiment de la synchronisation. Tu vas aider les gens à agir pendant qu'ils ont encore la flamme. Voilà, je t'ai donné mes secrets. Tout simple, facile. 1. Tu construis une valeur claire, le rêve concret que tu offres. 2. Tu transformes cette valeur en confiance, autorité, preuve sociale, cohérence. 3. Tu alignes tout ça sur le moment juste. Un besoin réel, une urgence du marché. Et quand tu fais ça, tu arrives au stade où confiance est égale à 1, timing est égal à 1 et tout s'aligne. L'argent n'est donc pas une chance, les amis. C'est une conséquence logique. Quand vous dites que ceux qui ont de l'argent ont de la chance, ce que vous appelez avoir de la chance, c'est juste être prêt au bon moment. Et ce qu'on appelle avoir du talent, c'est inspirer confiance au moment où le monde en a besoin. Maintenant, quand on regarde l'argent, tout ça, c'est que du métal, de la monnaie, des plateformes. Mais tout ça, c'est que de l'emballage autour d'une seule chose, c'est la perception de la valeur. Donc si tu vends tes compétences par exemple, sache que l'argent va toujours partir à ceux qui savent faire confiance à leur propre valeur et savent la présenter au bon moment. C'est aussi bête que ça, il n'y a pas autre chose.
Si tu as l'impression d'avoir entendu l'histoire de l'argent, sache que ce n'était pas l'histoire d'un métal, ni d'un billet d'ailleurs. C'était même pas l'histoire d'un système, c'était l'histoire d'une émotion. Une émotion qu'on a transformée en une unité de mesure. Cette unité de mesure, c'est la confiance. Parce que à chaque époque, les humains ont inventé des symboles différents. La pierre, le papier, la donnée, mais ce qu'ils échangeaient vraiment, c'était toujours la même chose. La croyance que l'autre tiendra sa promesse. Tu veux créer de la richesse? Ne cherche pas la monnaie, cherche la valeur. Affine-la. Montre-la, simplifie-la, et quand tu la tiens, apprends à l'aligner sur le bon moment. La richesse n'apparaît pas par hasard. Elle naît quand le monde est prêt à croire ce que tu étais prêt à offrir. Voilà le code source, voilà la clé de tout ce qu'on appelle argent. Tout ce qu'on appelle argent, ce n'est que la matérialisation d'un alignement. Un alignement entre la valeur, la confiance et le timing. Et ce qui est fou, c'est que lorsque les trois variables sont alignées, que chacune est égale à 1, que tu as l'alignement parfait entre les trois 1, tu n'as plus à courir après l'argent. C'est l'argent qui te cherche, qui te poursuit même. Qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action.